4 étudiantes de l'Université de Bretagne occidentale ont disparu lors d'un voyage bénévole. Leur disparition mystérieuse a déconcerté même les enquêteurs les plus aguerris. Mais 4 mois plus tard, un employé du port de Les Sables-d'Olonne découvre quelque chose de choquant à l'intérieur d'un conteneur maritime, une trouvaille troublante qui change l'ensemble de l'affaire. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus du café de la place, projetant des ombres irrégulières sur la table en bois usé. Il était 5h30 du matin à Saint-Malo, en Bretagne, et le petit café de la ville n'ouvrirait pas avant 1h30. Dans la salle, 4 femmes étaient rassemblées autour d'une table couverte de cartes tachées de café, d'imprimés de routes maritimes et d'images floues prises par drone. Claire Dubois passait ses doigts tremblants dans ses cheveux blonds cendrés, de la même teinte que ceux hérités par sa fille Camille. Des cernes sombres bordaient ses yeux, preuve d'une nouvelle nuit blanche passée à chercher des réponses. En face d'elle était assise Sophie Martin, dont l'apparence habituellement impeccable avait cédé la place à une queue de cheval désordonnée et une chemise froissée. À côté de Sophie se trouvait Valérie Lefebvre, dont les doigts jouaient nerveusement avec son alliance tandis qu'elle fixait les photos éparpillées devant elle. Complétant le cercle, Isabelle Moreau gardait son sang-froid mieux que les autres, mais ses yeux trahissaient la même inquiétude désespérée. Leurs filles, Camille Dubois, Léa Martin, Chloé Lefebvre et Emma Moreau, étaient amies depuis le lycée. Elles avaient choisi d'étudier ensemble à l'Université de Bretagne occidentale, partageant cours et rêves. Maintenant, elles partageaient autre chose, elles avaient toutes disparu. Madame Dubois, dit l'agent de la Sûreté nationale Laurent Dubois, d'une voix douce mais professionnelle, je comprends votre frustration, mais je veux vous assurer que nous suivons toutes les pistes possibles. Sa partenaire, l'agent Cécile Lambert, acquiesça, son expression empreinte de sympathie mais réservée. Le problème, c'est que nous n'avons trouvé aucune preuve en Bretagne, rien au poste de contrôle frontalier, rien dans les régions voisines. Même à Nouvelle-Aquitaine, où elles ont été vues pour la dernière fois, la piste s'arrête. Cela fait 4 mois, dit Claire, la voix brisée. 4 mois depuis qu'elles ont décidé de faire ce détour par Île d'Oléron. Le poids de ces 4 mois pesait dans l'air. Ce qui devait être un simple voyage universitaire s'était transformé en cauchemar. Toute la classe était censée participer à un projet bénévole environnemental aux dunes de la Slack, en Hauts-de-France, mais Camille avait reçu des informations d'un contact en recherche marine de l'organisation Chemin d'Avenir sur une plage isolée de l'île d'Oléron, où les tortues marines pondaient leurs œufs. Les 4 filles avaient décidé de visiter l'île d'Oléron avant de rejoindre leurs camarades en Hauts-de-France. Elles n'étaient jamais arrivées aux dunes de la Slack. Nous avons interrogé toutes les personnes liées à l'organisation bénévole qui a organisé le voyage en Hauts-de-France, expliqua l'agent Cécile Lambert. Nous avons fouillé la côte de Nouvelle-Aquitaine où elles étaient supposées se rendre. Nous avons vérifié les registres des hôtels, les agences de location de voitures, les stations-service et les caméras de circulation. Et leur téléphone, demanda Isabelle Moreau, sa voix ferme malgré son angoisse. Il doit y avoir quelque chose. Leurs téléphones se sont éteints à 1 heure d'intervalle le 24 mai, répondit l'agent Laurent Dubois. Le dernier signal provenait de près de La Rochelle, mais il a disparu ensuite. Depuis la cuisine, les bruits du personnel préparant la journée s'échappaient à travers les portes battantes. Pendant ce temps, sur les murs de la salle, des dizaines d'affiches portant les photos des filles les entouraient, comme des témoins silencieux de leur calvaire continu. Soudain, le téléphone de l'agent Laurent Dubois sonna. Il s'éloigna de la table, son expression passant d'un détachement professionnel à un intérêt marqué. Les 4 mères échangèrent des regards, une lueur d'espoir s'allumant dans leurs yeux épuisés. Elles avaient vu assez de réactions des forces de l'ordre au cours des 4 derniers mois pour reconnaître quand quelque chose d'important se produisait. Quand l'agent Laurent Dubois revint à la table, son attitude avait changé. « Mesdames, nous avons peut-être quelque chose, dit-il, choisissant ses mots avec soin. La garde côtière de Nouvelle-Aquitaine a trouvé des indices qui pourraient être liés à l'affaire de vos filles. Ils ont découvert des effets personnels dans un conteneur maritime sur un cargo amarré au port de Les Sables-d'Olonne. Quel genre d'effet ? Demanda Sophie Martin, se penchant en avant avec une intensité soudaine. Une valise rose, des sacs à dos et d'autres objets personnels correspondant aux descriptions de notre rapport de personnes disparues,
répondit l'agent Laurent Dubois. Il sécurise la scène en ce moment. Il faut y aller, dit Claire Dubois immédiatement, se levant déjà. Nous devons voir si ce sont les affaires de nos filles. L'agent Cécile Lambert acquiesça. Nous pouvons organiser le transport. Un trajet en TGV jusqu'à les Sables d'Olonne prendrait environ 3h30. Je ferme le café pour aujourd'hui, dit Claire Dubois, la détermination remplaçant la fatigue dans ses yeux. Dans l'heure qui suivit, les préparatifs étaient terminés. Les 4 mères préparèrent de petits sacs pour la nuit, ne sachant pas combien de temps elles seraient parties, mais conscientes de l'urgence de la situation. L'agent Laurent Dubois coordonna avec la police locale de Saint-Malo et le bureau de la Sûreté nationale à Nouvelle-Aquitaine. À 7h30, elle montait à bord d'un TGV à la gare de Saint-Malo, accompagnée des agents Laurent Dubois et Cécile Lambert. Le trajet était tendu et largement silencieux, chaque femme perdue dans ses pensées, partagée entre l'espoir que cela puisse être la percée tant attendue et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir en arrivant à les Sables d'Olonne. Peu après 11h, heure locale, des véhicules de police les attendaient pour les escorter directement au port. Le convoi traversa rapidement les rues de la ville, arrivant sur une scène grouillante d'activité. Des officiers de la garde côtière, du personnel de l'autorité portuaire, des policiers locaux et des employés maritimes s'affairaient autour d'une zone où un grand conteneur rouge avait été retiré d'un cargo et posé au sol. L'officier Philippe Renaud de la police de les Sables d'Olonne les accueillit lorsqu'elles descendirent des véhicules. Agent Laurent Dubois, agent Cécile Lambert, salua-t-il avec un hochement de tête professionnel avant de se tourner vers les mères. Mesdames, je suis désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Il leur présenta Julien Moreau, un employé du port de les Sables d'Olonne, qui ajustait nerveusement ses lunettes en expliquant la découverte. C'était une inspection de routine, dit Julien. Nous effectuons des contrôles aléatoires pour détecter les marchandises illicites, et l'une de nos unités canines a signalé ce conteneur. En vérifiant le manifeste, j'ai remarqué que ce conteneur n'était pas prévu pour l'expédition. Il n'aurait même pas dû être là. Qu'avez-vous trouvé à l'intérieur ? Demanda l'agent Laurent Dubois. Julien désigna les portes ouvertes du conteneur. Des effets personnels, disposés comme si quelqu'un y vivait, des matelas, des valises, des sacs à dos. Les mères s'approchèrent, le cœur battant, en direction du conteneur. Juste à l'entrée, la police avait soigneusement disposé les objets trouvés, une valise rose, 3 sacs à dos roses assortis, un chapeau de paille et un sac à main en cuir marron. Plus loin dans le conteneur, elle pouvait voir des matelas disposés sur le sol, ainsi que des bouteilles d'eau vides et des boîtes de conserve. Madame Dubois, dit l'officier Philippe Renaud doucement, pouvez-vous identifier certains de ces objets ? Claire Dubois s'avança la première, la main tremblante en saisissant la valise rose. C'est celle de Camille, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Je la lui ai achetée pour son baccalauréat. Ces éraflures dans le coin, elles datent de notre visite chez ma sœur à Rennes l'année dernière. Sophie Martin désigna le chapeau de paille et l'un des sacs à dos roses. C'est le chapeau de Léa. Elle l'a acheté spécialement pour ce voyage. Et ce sac à dos, regardez ce porte-clés. Elle toucha un petit dauphin argenté attaché à la fermeture éclair. Je le lui ai offert pour son anniversaire. Une à une, chaque mère identifia les objets appartenant à leur fille. Les sacs à dos roses assortis avaient été achetés ensemble par les filles, mais chacune les avait personnalisés avec des porte-clés ou des pins uniques. Les matelas, dit Valérie Lefebvre, regardant plus loin dans le conteneur, depuis combien de temps sont-ils là ? Un technicien médico-légal qui travaillait à l'intérieur du conteneur s'avança. Un technicien médico-légal qui travaillait à l'intérieur du conteneur s'avança. D'après l'état et les motifs d'usure, je dirais que ces matelas ont été utilisés pendant un certain temps, certainement plus de 4 mois. Ils étaient probablement là avant vos filles. L'agent Laurent Dubois hocha la tête d'un air sombre. Il semble que quelqu'un les retenait ici et est parti précipitamment, probablement lorsqu'ils ont appris l'inspection de routine. Ils ont abandonné les effets personnels, pensant sans doute ramener les filles dans le conteneur après le contrôle. Avez-vous vérifié les images des caméras de surveillance du port ? Demanda l'agent Cécile Lambert à l'officier Philippe Renaud.
Oui, mais nous n'avons vu aucun signe des filles dans la zone, répondit Philippe Renaud. Nous pensons que la personne qui les a enlevées connaissait l'horaire des inspections et l'emplacement des caméras. Elles ont probablement été déplacées pendant la nuit. Ces conteneurs étaient destinés à Port-Vendre, près de la frontière espagnole, ajouta Julien Moreau. Nous avons déjà alerté les autorités espagnoles. Claire Dubois fixa l'intérieur sombre du conteneur, essayant d'imaginer sa fille Camille enfermée dans cet espace. Combien d'autres conteneurs comme celui-ci pourrait-il y avoir, demanda-t-elle, la voix creuse. C'est ce que nous devons découvrir, répondit l'agent Laurent Dubois. Officier Renaud, nous devons interroger les employés du port et l'équipage du cargo. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. L'officier Philippe Renaud acquiesça. Nous avons déjà commencé à recueillir des témoignages. En attendant, l'équipe médico-légale doit traiter toutes ces preuves. Allons au bureau du port pour remplir les documents nécessaires. Alors que l'équipe médico-légale s'affairait à collecter empreintes et échantillons d'ADN, les 4 mères jetèrent un dernier regard aux affaires de leur fille avant de suivre les officiers vers le bâtiment du port. Chaque pas loin du conteneur donnait l'impression d'abandonner leurs enfants à nouveau, mais elles savaient que trouver la vérité était leur seul chemin. Le bureau du port bourdonnait d'activité alors que les 4 mères étaient escortées dans une salle de conférence. Les murs étaient tapissés de cartes maritimes et de protocoles de sécurité, et une grande fenêtre donnait sur le port animé. L'officier Philippe Renaud leur tendit des porte-documents avec des formulaires à remplir. Procédure standard, expliqua-t-il. Nous avons besoin de vos déclarations officielles et de votre autorisation pour la collecte d'ADN afin de comparer avec les échantillons du conteneur. Les mères s'assirent côte à côte à la longue table, les stylos grattant le papier alors qu'elles documentaient ce qu'elles savaient des derniers mouvements connus de leur fille. Le processus semblait douloureusement familier après des mois de formulaires et déclarations similaires. Combien de temps prendra l'analyse en laboratoire, demanda Sophie Martin, la main endolorie par l'écriture. Nous avons tout accéléré, répondit l'agent Laurent Dubois. Les comparaisons d'ADN pourraient prendre un jour ou 2, mais l'analyse des empreintes devrait être plus rapide. Nous avons aussi des équipes en coordination avec la police des frontières espagnoles et les autorités à Port-Vendre. Une fois les documents remplis, on leur demanda d'attendre dans une salle adjacente jusqu'à l'arrivée des techniciens pour les prélèvements d'ADN. La salle d'attente avait la même atmosphère institutionnelle que tous les espaces qu'elles avaient occupés pendant la recherche, murs neutres, chaises inconfortables, et une sensation distincte d'être dans un lieu où les mauvaises nouvelles étaient monnaie courante. Claire Dubois se tenait près de la fenêtre, observant les opérations du port. Les navires de conteneurs se dressaient au loin, tandis que de plus petits bateaux naviguaient dans le port. Des grues soulevaient d'énormes conteneurs, les déplaçant comme des blocs de construction géants. Quelque part dans tout ce mécanisme et ce mouvement, sa fille avait peut-être été retenue captive pendant des mois. Alors qu'elle suivait l'activité des yeux, elle remarqua un homme en polo bleu marine discutant avec un employé du port portant des lunettes de soleil. Quelque chose dans sa posture et ses gestes la fit s'arrêter. « Sophie », dit-elle doucement, sans quitter l'homme des yeux, « est-ce que cette personne te semble familière ?» Sophie Martin rejoignit la fenêtre, suivie de Valérie Lefebvre et Isabelle Moreau. « Je ne peux pas le situer, » dit Sophie, plissant les yeux, « mais il y a quelque chose. » Valérie Lefebvre fouilla soudain dans son sac et en sortit une carte de visite. « Attendez, je crois savoir qui c'est. » Elle tendit la carte à Claire. « Antoine Lefebvre, il est le PDG de Chemin d'Avenir. Vous vous souvenez, ils avaient un stand à la foire aux associations à l'université l'année dernière. » Claire examina la carte. Chemin d'Avenir était inscrit en haut, avec Antoine Lefebvre, directeur général en dessous. Le slogan de l'organisation disait « Construire un avenir solidaire ». C'est ça, dit Sophie, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Ils organisaient des échanges culturels et des missions humanitaires. C'est l'organisation qui a organisé le voyage aux dunes de la Slack pour la classe des filles, ajouta Claire, la voix tendue. Et le contact de recherche marine de Camille, c'était à travers eux. Ce sont eux qui lui ont parlé de la plage isolée à Île d'Oléron pour les tortues marines. Les 4 femmes échangèrent des regards significatifs.
La police était au courant, ils les ont déjà interrogés, suggéra Isabelle Moreau. Mais maintenant que Monsieur Lefebvre est ici, ils voudront peut-être lui parler à nouveau. Claire regarda vers la salle de conférence où les agents examinaient leurs déclarations avec l'officier Philippe Renaud. Ils semblent occupés avec les autorités portuaires. Allons lui dire bonjour nous-mêmes d'abord, il pourrait avoir des informations. Je viens avec toi, proposa Valérie Lefebvre. Sophie et Isabelle, dites aux agents où nous sommes allés s'ils nous cherchent. Claire et Valérie quittèrent le bureau du port et traversèrent l'étendue de béton vers Antoine Lefebvre, qui était toujours en pleine conversation avec l'employé du port. Monsieur Lefebvre, appela Claire en s'approchant. Antoine se tourna, son expression se figeant un instant avant de se transformer en un sourire poli. Oui, puis-je vous aider? Je suis Claire Dubois, et voici Valérie Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés à l'Université de Bretagne occidentale l'année dernière, lors de la foire aux associations. Antoine hésita, étudiant leur visage avant qu'une reconnaissance apparente ne se dessine. Oh oui, Saint-Malo, l'événement universitaire. Je me souviens maintenant. Son compagnon, l'employé du port avec des lunettes de soleil, hocha brièvement la tête avant de s'éloigner, un porte-document à la main. Qu'est-ce qui vous amène à les Sables d'Olonne? Demanda Claire, essayant de garder un ton désinvolte malgré la suspicion qui montait en elle. Antoine fit un geste vague vers une pile de conteneurs au loin. J'organise des fournitures pour une expédition de secours humanitaires. Nous envoyons du matériel médical et de la nourriture aux communautés touchées par un ouragan en Espagne. Quelle coïncidence, dit Valérie prudemment. Nous ne nous attendions pas à voir quelqu'un de Bretagne ici. Et vous, mesdames, demanda Antoine, son ton amical mais ses yeux dénués de la chaleur de son sourire. Comment avance l'enquête policière en Bretagne? Vous n'êtes pas ici en vacances, je présume. Claire secoua la tête. Non, en fait, les autorités viennent de trouver des affaires de nos filles dans un conteneur ici au port. Le visage d'Antoine pâlit légèrement. Ici? Les étudiantes disparues? C'est choquant. Vous savez, à l'époque, la Sûreté nationale a interrogé tout le monde chez Chemin d'Avenir puisque nous avions organisé le voyage aux dunes de la Slack. Il secoua la tête d'un air solennel. Situation terrible, je suis tellement désolé. La police considère maintenant cela comme une affaire criminelle, ajouta Valérie, observant attentivement sa réaction. Ils ont trouvé des matelas et des effets personnels dans le conteneur. On dirait que quelqu'un les y retenait. La pomme d'Adam d'Antoine tressauta alors qu'il déglutissait difficilement. C'est horrifique. J'espère sincèrement qu'ils trouveront le responsable. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois vraiment retourner au travail. Nous avons un emploi du temps serré pour cette expédition. Bien sûr, dit Claire, nous ne vous retiendrons pas. Bonne chance avec l'enquête, dit Antoine, reculant déjà. J'espère qu'ils retrouveront vos filles bientôt. Elles le regardèrent s'éloigner précipitamment à travers la zone du port, sa posture raide et ses mouvements hâtifs. Il t'a semblé nerveux, demanda Claire alors qu'elle retournait au bureau du port. Définitivement, confirma Valérie. Il pouvait à peine nous regarder dans les yeux et il voulait s'échapper au plus vite. Quand elles revinrent dans la salle d'attente, Sophie et Isabelle étaient en pleine conversation. Que s'est-il passé? Demanda Sophie. Il était bizarre, répondit Claire, baissant la voix. Il a prétendu organiser des fournitures de secours humanitaires, mais il semblait vraiment mal à l'aise de nous parler. Vous savez, dit Sophie, je l'ai trouvé étrange à l'événement universitaire aussi. Il parlait à peine aux parents, laissant son personnel faire tout le travail pendant qu'il se contentait d'observer tout le monde. Peut-être qu'il est juste mal à l'aise socialement, suggéra Isabelle Moreau. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les gens, surtout dans des situations sensibles comme celle-ci. C'est vrai, concéda Valérie Lefebvre. Et Chemin d'Avenir n'a pas demandé de frais exorbitants pour le voyage, juste des coûts de transport raisonnables. Leur programme semblait légitime. Pourtant, dit Claire Dubois,
regardant à nouveau par la fenêtre où elle pouvait voir Antoine Lefèvre discuter avec animation avec le même employé du port portant des lunettes de soleil. C'est étrange pour un PDG de s'occuper personnellement de la logistique d'expédition, non? Leur conversation fut interrompue lorsque l'agent Laurent Dubois et un technicien de laboratoire entrèrent dans la salle d'attente. « Mesdames, nous sommes prêts à prélever les échantillons d'ADN, annonça l'agent Laurent. C'est juste un frottis buccal, rien de compliqué. Une à une, elles fournirent leurs échantillons, le technicien étiquetant soigneusement chaque écouvillon avant de le placer dans un conteneur scellé. « Agent Dubois, dit Claire après avoir terminé son prélèvement, le PDG de Chemin d'Avenir est ici, au port. Antoine Lefèvre. Nous venons de lui parler. » L'agent Laurent haussa un sourcil. « Lefèvre? Ici à les Sables d'Olonne? Il dit qu'il organise des fournitures de secours humanitaires, expliqua Valérie, mais il semblait très mal à l'aise quand nous avons mentionné le conteneur. » L'agent Laurent nota l'information dans son carnet. « Nous avons enquêté sur Chemin d'Avenir de fond en comble. Tout était en ordre, enregistrement correct, finances transparentes, opération légitime. Lefèvre a pleinement coopéré avec notre enquête. Vous devriez peut-être lui parler quand même, suggéra Claire. C'est une drôle de coïncidence. Je vais vérifier, promit l'agent Laurent. Il s'absenta brièvement pour parler à un officiel du port, revenant quelques minutes plus tard. J'ai confirmé que monsieur Lefèvre a des affaires légitimes ici. Sa signature figure sur les registres du port pour plusieurs conteneurs de fournitures humanitaires destinés à San Sebastián, en Espagne. Rien de lié au conteneur où nous avons trouvé les affaires de vos filles. Les mères échangèrent des regards, pas totalement convaincus mais sans raison concrète pour leurs soupçons. Que se passe-t-il maintenant, demanda Sophie Martin, changeant de sujet. Nous continuons à traiter les preuves, répondit l'agent Laurent. En attendant, je vous suggère de trouver un hébergement en ville. Cela pourrait prendre plusieurs jours. Nous voulons rester à proximité, dit Claire fermement, pour être là quand vous trouverez quelque chose. L'agent Laurent hocha la tête, compréhensif. Si vous restez, laissez-moi au moins m'assurer de votre sécurité. Je vais organiser une voiture de location et trouver un hébergement convenable à proximité. L'officier Philippe Renaud, qui venait d'entrer dans la pièce, ajouta, vous êtes les bienvenus pour rester aussi longtemps que nécessaire. Nous travaillerons étroitement avec vous, et vous pouvez me contacter à tout moment si vous avez besoin d'aide en ville. Les mères hochèrent la tête avec gratitude, toutes quatre déterminées à rester à les Sables d'Olonne jusqu'à ce qu'elles obtiennent des réponses, ou, avec espoir, retrouvent leur fille. Claire, Sophie, Valérie et Isabelle suivirent l'agent Laurent hors du bureau du port sous le soleil éclatant de l'après-midi en Nouvelle-Aquitaine. L'officier Philippe avait organisé une voiture de patrouille pour les conduire à un hôtel près du port, où elles prirent des chambres adjacentes. « Installez-vous, suggéra l'agent Laurent. Je dois passer quelques appels, puis nous vous procurerons une voiture de location pour que vous puissiez vous déplacer plus librement. » 1 heure plus tard, elles retrouvèrent l'agent Laurent dans le hall de l'hôtel. Les mères s'étaient rafraîchies, mais la tension des découvertes de la journée était encore visible sur leurs visages. Il y a une agence de location à environ 10 minutes d'ici, dit l'agent Laurent, les guidant vers une voiture de patrouille qui les attendait. Je vais mettre la location à mon nom avec mes accréditations de la Sûreté nationale, ça devrait accélérer les choses. L'agence de location était une petite entreprise familiale, située en retrait de la route principale dans un quartier commercial. Une enseigne usée indiquant location auto-Atlantique était suspendue au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel les accueillit depuis un comptoir encombré. Bienvenue à Location Auto-Atlantique, dit-il chaleureusement. Je suis François Dubois, le propriétaire. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? L'agent Laurent présenta ses accréditations. Nous avons besoin d'un véhicule de taille moyenne pour une durée indéterminée, probablement plusieurs jours. François hocha la tête, tapant sur son ordinateur. J'ai une Peugeot 308 de 2023 disponible. Elle devrait être confortable pour vous, mesdames. Pendant que François traitait les documents, l'agent Laurent conduisit le groupe à l'extérieur pour inspecter le véhicule.
La voiture était propre et bien entretenue, avec moins de 15 000 km au compteur. Ça ira parfaitement, confirma l'agent Laurent, signant les formulaires nécessaires. Lorsqu'ils revinrent à l'intérieur, François dit, « J'ai juste besoin d'une carte pour la caution. » En finalisant la transaction, il ajouta en tendant les clés, « Essayez de la garder propre et avec le plein, si possible. Nous sommes une petite entreprise, et les coûts de nettoyage grignotent nos marges. Nous en prendrons soin, » assura Claire. François soupira, s'appuyant contre le comptoir. « J'apprécie. Il y a quelques mois, des gens n'ont pas montré la même considération. Ils m'ont rendu une voiture dans un état déplorable. » « Que s'est-il passé ?» demanda l'agent Laurent, sa curiosité professionnelle éveillée. « Un groupe de jeunes hommes a loué l'un de mes Renault Capture il y a environ 6 mois. Quand ils l'ont rendu, c'était un désastre, bosses et rayures à l'extérieur, intérieur sale avec du sable et des déchets. Ils n'ont même pas pris la peine de faire le plein. » François secoua la tête à ce souvenir. « Ça m'a coûté près de 2000 € pour tout réparer, mais ils ont payé les dommages sans se plaindre, c'était le seul point positif. » Les mères échangèrent des regards rapides, une communication silencieuse développée au fil des mois de souffrance partagée. « 6 mois, demanda Claire nonchalamment. « Ça ferait mai ou juin. »« Fin mai, confirma François. « Le week-end de la Pentecôte, en fait. Je m'en souviens parce que j'étais à court de véhicules pendant cette période chargée. » Valérie s'avança. « Ça vous dérangerait de nous montrer des photos des dégâts ? Nous sommes curieuses du travail de restauration nécessaire. » François sembla perplexe par la demande, mais l'agent Laurent intervint avec aisance. « Nous enquêtons sur une affaire qui pourrait impliquer une mauvaise utilisation similaire de véhicules. Toute information pourrait être utile. » Une lueur de compréhension traversa le visage de François. « Oh, vous êtes avec la Sûreté nationale ? » Bien sûr, j'ai tout documenté pour la réclamation d'assurance. Il sortit son smartphone et fit défiler ses photos. Voilà. Il tendit le téléphone à l'agent Laurent, qui examina les images avant de le passer au maire. Les photos montraient un Renault Capture avec de la peinture rayée et des panneaux cabossés. Plus troublantes étaient les images de l'intérieur, sièges couverts de sable, contenants alimentaires vides éparpillés, et ce qui semblait être des emballages plastiques partiellement cachés sous les sièges. Sophie désigna l'une des images. « Pouvez-vous zoomer là-dessus ?» François reprit le téléphone et agrandit la photo. Les mères se penchèrent, reconnaissant l'emballage distinctif de préservatifs masculins parmi les débris. « Vous souvenez-vous de qui a loué cette voiture ?» demanda l'agent Laurent, son ton toujours détendu mais son attention pleinement engagée. François se tourna vers son ordinateur. « Laissez-moi vérifier nos dossiers. » Après un moment, il hocha la tête. « Voilà, un certain Hugo Lemoine, 28 ans, a loué la voiture pour 5 jours à partir du 23 mai, mais ne l'a rendue que le 30 mai. Je lui ai facturé des frais de retard en plus de la caution pour les dommages. » Le timing correspondait parfaitement à la disparition des filles. L'agent Laurent sortit son carnet, notant les informations. « Monsieur Lemoine a-t-il dit quelque chose sur ce qui est arrivé au véhicule ?» demanda-t-il. François secoua la tête. C'est ce qui était étrange. La plupart des gens ont une excuse ou une histoire, mais ce type a à peine parlé. Il a juste tendu sa carte de crédit pour les frais, signé les formulaires et est parti. Je ne l'ai jamais revu. Avez-vous ces informations dans vos dossiers ? Demanda l'agent Laurent. Coordonnées, adresse, ce genre de choses ? Bien sûr, c'est requis pour toutes les locations, répondit François, tournant l'écran vers eux. Hugo Lemoine, 28 ans, avec une adresse à Les Sables d'Olonne. J'ai son numéro de permis, son téléphone, tout. L'agent Laurent sortit son téléphone. Je dois signaler ça. Il s'éloigna à l'extérieur pendant que les mères continuaient à examiner les informations de location. Vous pensez qu'il y a un lien ? Demanda François, observant leur concentration intense sur son écran. Nous n'en sommes pas sûrs, répondit Claire honnêtement, mais nos filles ont disparu à peu près au même moment où cette voiture a été louée. Cependant, elles n'étaient pas spécifiquement à Les Sables d'Olonne,
elles étaient à Île d'Oléron pour la recherche marine, ajouta Valérie. L'expression de François s'adoucit avec compréhension. Les 4 étudiantes de Bretagne. J'ai vu ça aux informations. Je suis vraiment désolé. Nous avons trouvé leurs affaires aujourd'hui, expliqua Valérie, dans un conteneur maritime au port de Les Sables-d'Olonne. Les yeux de François s'écarquillèrent. Mon Dieu, vous pensez que ce Hugo Lemoine a quelque chose à voir avec ça? Nous ne savons pas, répondit Sophie, mais le timing correspond, l'état de la voiture est suspect, et le retour tardif. Nous envisageons tout. L'agent Laurent revint, son expression sérieuse. J'ai informé la police de Les Sables-d'Olonne. Ils envoient des officiers pour vérifier le véhicule. Même après 6 mois, il pourrait y avoir des traces exploitables. La voiture a été nettoyée et repeinte, prévint François. Elle a été utilisée plusieurs fois depuis. Les techniques médico-légales modernes peuvent encore détecter des matières biologiques des mois, voire des années plus tard, expliqua l'agent Laurent, surtout si elles se sont incrustées dans les tissus ou les interstices. François hocha la tête, imprimant le contrat de location. Voici tout ce que nous avons sur Hugo Lemoine. J'espère que ça aidera. L'agent Laurent prit le document, le pliant soigneusement dans la poche de sa veste. Merci, monsieur Dubois. Vous nous avez été très utile. Alors qu'ils se préparaient à partir, François les rappela. Si j'avais su à l'époque qu'il y avait quelque chose d'anormal, j'aurais signalé. Vous ne pouviez pas savoir, assura Isabelle. Mais vous aidez maintenant, et c'est ce qui compte. Elles quittèrent l'agence de location avec des émotions mitigées, anxiété face à ce que cette nouvelle piste pourrait révéler, mais aussi une étincelle d'espoir qu'elle faisait enfin des progrès. Et maintenant, demanda Claire en atteignant la voiture de location. Il se fait tard, répondit l'agent Laurent, consultant sa montre. Vous 4 devriez vous reposer. Je vais rester pour coordonner avec l'équipe médico-légale quand ils arriveront pour examiner le véhicule. Nous vous tiendrons au courant des résultats demain. Valérie demanda, demain, nous fouillerons à nouveau la côte? Oui, confirma l'agent Laurent, avec ces nouvelles pistes, nous avons des zones de recherche plus précises. La plage n'est pas loin du port. Les mères acceptèrent à contre-cœur, comprenant le besoin de repos après une journée émotionnellement épuisante. Elles montèrent dans leur voiture de location, Claire au volant, et retournèrent à l'hôtel, chacune perdue dans ses pensées sur ce que demain pourrait apporter. Il était passé l'heure du déjeuner, presque 15 heures, lorsque Claire se retrouva à fixer le plafond de sa chambre d'hôtel, incapable de se reposer malgré son épuisement. Dans la chambre voisine, elle pouvait entendre le murmure des voix de Sophie et Isabelle. Valérie était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone sans vraiment regarder. « Je ne peux pas rester là à ne rien faire », annonça soudain Claire, se redressant. Valérie leva les yeux de son téléphone. « À quoi penses-tu ? Les filles sont venues à Nouvelle-Aquitaine à cause d'une plage où les tortues marines pondent, n'est-ce pas ? Le contact de recherche marine de Camille à Chemin d'Avenir leur en a parlé. » Claire attrapa ses chaussures. « Et si nous allions voir certaines plages à proximité, juste pour nous imprégner du lieu, avoir une idée d'où elles pourraient être allées ? Nous devrions attendre l'agent Laurent, hésita Valérie. Il a dit que nous fouillerons la côte demain. Demain pourrait être trop tard, insista Claire. S'il y a un lien entre Antoine Lefebvre, ce Hugo Lemoine, et ce qui est arrivé à nos filles, je veux le voir de mes propres yeux. Valérie réfléchit un instant avant de hocher la tête lentement. C'est peu probable, mais d'accord. Parlons à Sophie et Isabelle. Elles frappèrent à la porte communicante, trouvant les 2 autres mères penchées sur une carte locale obtenue dans le hall de l'hôtel. Nous discutions des options pour le dîner, dit Sophie, levant les yeux. Il y a un restaurant de fruits de mer au bout de la rue que la réceptionniste a recommandé. En fait, commença Claire, Valérie et moi pensions aller voir une des plages locales, celle où les filles auraient pu aller pour la recherche sur les tortues. Isabelle fronça les sourcils. Mais elles ne sont pas venues à Les Sables-d'Olonne, elles étaient censées aller à Île d'Oléron pour la recherche marine, d'après ce que Emma m'a dit avant leur départ. C'est vrai,
admit Claire, mais nous sommes ici maintenant, et il pourrait y avoir quelque chose de similaire sur cette côte. Claire persista, j'ai besoin de faire quelque chose d'actif. Je ne peux pas rester dans cette chambre à attendre. Sophie et Isabelle échangèrent des regards inquiets. Je comprends, dit Sophie doucement, mais nous sommes toutes épuisées, et l'agent Laurent nous a expressément demandé de nous reposer. Vous deux, vous pouvez rester ici, suggéra Valérie, voyant la fatigue dans leurs yeux. Claire et moi allons juste faire un tour rapide, peut-être marcher le long de la côte un moment. Nous serons de retour pour le dîner. Après quelques discussions, elles parvinrent à un compromis, Sophie et Isabelle resteraient pour se reposer et acheter des produits de première nécessité dans une épicerie à proximité, tandis que Claire et Valérie exploreraient brièvement la plage locale. Les mères se séparèrent dans le parking de l'hôtel. Claire et Valérie montèrent dans leur voiture de location, Valérie entrant plage des Sables dans le GPS après une recherche rapide des plages à proximité. C'est à seulement 20 minutes d'ici, dit-elle alors qu'elle s'engageait sur la route principale. Le trajet les conduisit au sud de les Sables d'Olonne, passant par des zones de plus en plus éparses jusqu'à atteindre une route à deux voies bordée de végétation broussailleuse. Des dunes se dressaient au loin, et le bruit des vagues s'amplifiait à mesure qu'elles approchaient. Elles se garèrent dans un petit parking presque vide et se dirigèrent vers la plage. En gravissant une dune, l'Atlantique s'étendait devant elles, une vaste étendue d'eau gris-bleu rencontrant une large plage de sable. La plage n'était pas un paradis immaculé comme dans les brochures touristiques, mais elle avait une beauté sauvage et indomptée, avec ses dunes et sa végétation native. Près de l'entrée de la plage, une pancarte en bois usé attira leur attention, saison de ponte des tortues marines, avril-septembre. Signalez immédiatement les tortues. Claire s'arrêta, étudiant la pancarte. Penses-tu que ça pourrait être la plage dont on leur a parlé? Valérie secoua la tête. Ça ne peut pas être ça. Les plans que Chloé m'a montrés mentionnaient clairement île d'Oléron, pas plage des Sables. Tu as raison, concéda Claire, se souvenant de l'itinéraire que Camille lui avait envoyé. Peut-être que les habitats de ponte des tortues s'étendent sur toute cette côte. Elles continuèrent à marcher, le soleil de l'après-midi réchauffant leur dos alors qu'elles suivaient le rivage. Après environ 15 minutes, elles remarquèrent une section de plage nettement plus propre que les zones environnantes. Un groupe de personnes se déplaçait méthodiquement sur le sable, certaines en vêtements décontractés, d'autres portant des t-shirts turquoise assortis avec le logo d'une organisation environnementale. Alors que Claire et Valérie s'arrêtaient pour observer l'effort de nettoyage, une jeune femme en t-shirt turquoise s'approcha d'elle, un outil de ramassage de déchets à la main. « Bonjour, je m'appelle Manon Petit », les salua-t-elle avec un sourire amical. « Êtes-vous ici pour participer à notre nettoyage de plage ?»« Non, juste une promenade, » répondit Claire, « mais ce que vous faites est merveilleux. »« Merci, nous faisons ça chaque semaine, » expliqua Manon. « Nous sommes avec Gardiens de la Côte. Les tortues et la faune locale souffrent terriblement de la pollution sur la plage. C'est un événement gratuit, si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez partir quand vous le souhaitez, sans engagement. C'est très gentil, mais nous sommes juste ici pour nous reposer et regarder autour, dit Valérie. Alors qu'elle parlait, un jeune homme aux cheveux châtains clairs et au sourire facile les rejoignit. Encore des bénévoles, demanda-t-il avec espoir. Juste des visiteuses, corrigea Manon. Voici Théo Bernard, l'un de nos bénévoles réguliers. Théo hocha la tête en guise de salutation, passant son outil de ramassage d'une main à l'autre. Quelque chose dans la conversation décontractée donna envie à Claire de s'ouvrir. En fait, nous sommes ici à cause d'une enquête policière. Nos filles ont disparu il y a 6 mois, mais la police a trouvé une nouvelle piste aujourd'hui. Le visage de Manon s'assombrit. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Théo se figea, son attitude décontractée laissant place à quelque chose de plus réservé. Il fixa le sol, enfonçant son outil dans le sable à plusieurs reprises. C'est terrible, marmonna-t-il, évitant leur regard. J'espère qu'ils les retrouveront. Je dois retourner au travail. Sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna rapidement vers les autres bénévoles.
Manon le regarda partir avec une expression perplexe avant de se tourner vers les mères. Ne faites pas attention à Théo, il est un peu maladroit avec les sujets émotionnels, mais nous espérons tous le meilleur pour vos filles. Claire changea de sujet, désignant la plage autour d'elle. Cette zone a-t-elle toujours été aussi jonchée de déchets? Manon soupira profondément. Ça a empiré ces dernières années. Cette plage est assez isolée pour attirer ceux qui cherchent de l'intimité. Nous trouvons des traces de feux de camps illégaux presque chaque semaine, malgré les protections de l'habitat des tortues. Elle désigna un panier de collecte rempli de déchets, bouteilles de bière, emballages alimentaires, et, parmi les débris, plusieurs emballages de préservatifs distinctifs, identiques à ceux vus dans les photos de la voiture de location. La ville poste un garde pendant la journée, continua Manon, mais la nuit, c'est non surveillé. C'est à ce moment-là que la plupart des dégâts se produisent. Est-ce fréquent? Demanda Valérie, sa voix soigneusement neutre. Pas tous les jours, mais plusieurs fois par mois, c'est sûr. Ce sont généralement des groupes de jeunes, d'âge universitaire pour la plupart. Manon désigna le sud. Si vous marchez assez loin par là, vous atteindrez la rivière Bidassoa et le phare de la Pointe de Grave. C'est la frontière espagnole. Nous trouvons parfois des traces de gens qui traversent pour des fêtes, ce qui complique l'application des règles. Après quelques minutes de conversation, Manon s'excusa pour rejoindre son groupe. Claire et Valérie marchèrent un peu plus loin sur la plage, parlant à voix basse. « As-tu vu ces emballages » murmura Valérie. « La même marque que dans les photos de la voiture de location. »« Penses-tu que les filles ont été amenées ici pour une sorte de fête » demanda Claire. Elles se turent toutes les deux, les implications trop troublantes pour être exprimées à voix haute. Puis Valérie parla. « Je pense que nous sommes juste submergés d'informations aujourd'hui. Nous commençons à relier des choses qui ne sont peut-être même pas liées. » Claire hocha la tête. Après avoir marché environ 1 heure le long de la côte, ne trouvant que des étendues de plage largement vides, elles firent demi-tour. Claire remarqua Théo s'éloignant du groupe de nettoyage, son téléphone collé à l'oreille. Avec la brise portant le son sur la plage ouverte, des fragments de sa conversation leur parvinrent. « Non, pas vu, pas de fête ?» Une pause. « J'ai vérifié, c'est propre. » « Oui, garde ça propre. » Quand il termina l'appel, Théo mit une paire de lunettes de soleil noires, et quelque chose dans son profil à ce moment-là frappa Claire d'une familiarité inconfortable. « Valérie, murmura-t-elle, Théo ne ressemble-t-il pas à l'employé du port qui parlait à Antoine ce matin, celui avec les lunettes de soleil ?» Valérie plissa les yeux dans sa direction. « Je ne pense pas. Nous lui avons parlé face à face tout à l'heure, et tu n'as rien mentionné à ce moment-là. » Je sais, mais quelque chose dans sa posture maintenant, et ses lunettes, elles semblent similaires. Claire ne pouvait se débarrasser de ce sentiment. « Tu sais que les hommes en lunettes de soleil se ressemblent souvent, non ?» dit Valérie. Elle appela Claire, et elles décidèrent de rentrer. En passant devant la zone, les bénévoles du nettoyage rangeaient leurs affaires, et Théo n'était plus en vue. Avec plus de questions que de réponses, elles retournèrent à leur voiture de location et reprirent la route vers l'hôtel, le lien potentiel entre les emballages de préservatifs, la voiture de location sale et une plage isolée pesant lourdement sur leur esprit. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking de l'hôtel lorsque Claire et Valérie revinrent de leur excursion à la plage. Elles trouvèrent Sophie et Isabelle qui les attendaient dans le hall, des sacs de course à leurs pieds. « Nous commencions à nous inquiéter », dit Sophie, consultant sa montre. « Il est presque l'heure du coucher du soleil. »« Désolé, » s'excusa Claire, « nous avons perdu la notion du temps. » Elles rassemblèrent leurs achats et se dirigèrent vers la chambre de Claire et Valérie, où elles étalèrent un dîner simple de sandwichs préparés, de fruits et d'eau en bouteille sur la petite table près de la fenêtre. Pendant qu'elles mangeaient, Claire et Valérie racontèrent leur visite à Plage des Sables et les bénévoles du nettoyage qu'elles avaient rencontrés. La plage en elle-même n'a rien d'extraordinaire, expliqua Valérie. Elle est isolée, avec beaucoup de dunes et de végétation broussailleuse, pas le genre d'endroit que les touristes visiteraient généralement. Mais c'est apparemment ce qui la rend attrayante pour les fêtes. Claire ajouta, Manon,
l'une des bénévoles, nous a dit qu'il trouve régulièrement des traces de rassemblements nocturnes, bouteilles de bière, déchets, et même ces emballages de préservatifs en plastique, comme dans les photos de la voiture de location. Sophie et Isabelle échangèrent un regard significatif. C'est intéressant, dit Sophie lentement, parce que pendant votre absence, nous avons entendu quelque chose dans le hall qui pourrait être lié. Isabelle hocha la tête. En revenant de l'épicerie, nous avons vu 2 femmes dans le hall, la vingtaine, je dirais. Elles étaient abordées par 2 jeunes hommes qui parlaient d'une plage secrète et d'une fête ce soir. Une fête, fronça Valérie. Mais nous ne sommes pas ici en vacances. Ce n'est pas le point, dit Claire, se penchant en avant. Comment s'appelait la plage, l'avez-vous entendu? Plage de Sauveterre, je crois, répondit Isabelle. J'ai vérifié pendant que nous vous attendions. C'est en fait une continuation de plage des Sables, juste un peu plus loin. Claire se tourna vers Valérie. C'est la zone que nous avons traversée, tu te souviens? Quand Manon a pointé vers le sud, elle a mentionné la rivière Bidassoa et la frontière espagnole. Et souviens-toi de cet appel téléphonique que nous avons entendu, ajouta Valérie, les yeux écarquillés de réalisation. Théo a dit pas de fête ce soir et quelque chose sur garder le site propre. Les 4 femmes se turent, chacune assimilant les implications de ces connexions. Attendez, avertit Sophie, levant la main. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous ne savons pas si tout cela est lié à nos filles. Mais le timing correspond, contre-attaqua Claire. Les emballages de préservatifs correspondent à ce qui a été trouvé dans la voiture de location de Hugo Lemoine. Cette voiture a été rendue sale, pleine de sable et de déchets, au moment où nos filles ont disparu. Et maintenant, nous avons des preuves de fête sur une plage isolée près de la frontière espagnole. Plus ce bénévole, Théo, et Antoine Lefebvre. Elle ajouta, quelque chose cloche avec eux 2. Ils ne sont peut-être pas liés, mais j'ai un mauvais pressentiment. Isabelle soupira, se frottant les tempes. Même s'il y a un lien, que pouvons-nous faire? Nous ne sommes pas des forces de l'ordre. Si vous pensez à retourner à cette plage ce soir, dit Claire, c'est exactement ce que je pense. La pièce devint silencieuse, seul le bourdonnement lointain de la climatisation se faisait entendre. Nous devrions en parler à l'agent Laurent, suggéra Sophie raisonnablement. Laissons-lui et à la police locale s'en occuper. Et d'ici à ce qu'ils se mobilisent, ceux qui sont derrière tout ça pourraient disparaître à nouveau, argumenta Claire. Nous cherchons depuis 4 mois sans rien obtenir jusqu'à aujourd'hui. Elles continuèrent à débattre pendant l'heure suivante, pesant les risques contre la possibilité de découvrir quelque chose de crucial. Finalement, elles se séparèrent dans leurs chambres respectives pour se reposer, bien que le repos semblait impossible avec tant de questions sans réponse. Alors que le soleil commençait à se coucher, Claire se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la lueur orangée se refléter sur les eaux lointaines de l'Atlantique. Valérie était assise au bord de son lit, zappant sur les chaînes de télévision sans vraiment regarder. « Je retourne à la plage », annonça soudain Claire, se tournant de la fenêtre. « Juste pour observer de loin. Je ne m'interposerai pas et ne me mettrai pas en danger. » Valérie leva les yeux, l'inquiétude gravée sur son visage. « Claire, je comprends ce que tu ressens, mais... » « S'il te plaît, » interrompit Claire, pas avec ce sentiment lancinant que nous sommes proches de quelque chose d'important. Après un long moment, Valérie soupira et se leva. « Je viens avec toi. Nous vérifierons rapidement et rentrerons avant qu'il ne fasse trop noir. » « Tu es sûre ?» demanda Claire, le soulagement évident dans sa voix. « Absolument pas », répondit Valérie avec un sourire ironique, « mais je ne te laisserai pas y aller seule. » Claire traversa la pièce et serra son amie dans ses bras. « Merci. Nous devrions prévenir Sophie et Isabelle, » dit Valérie alors qu'elles se séparaient. « Elles s'inquiéteront si elles viennent nous voir et que nous sommes partis. » Lorsqu'elles frappèrent à la porte communicante, elles trouvèrent les 2 autres mères également incapables de se reposer. Malgré leurs premières objections, Sophie et Isabelle décidèrent finalement de les rejoindre. « Si nous faisons ça, nous restons ensemble », insista Sophie.
4 paires d'yeux valent mieux que 2, et nous serons plus en sécurité en groupe, ajouta Isabelle pragmatiquement. Elles convinrent d'un plan, conduire jusqu'à la plage, observer à distance de sécurité, et rentrer immédiatement à l'hôtel si elles voyaient quelque chose de suspect ou de dangereux. Elles ne s'approcheraient de personne et n'attireraient pas l'attention. Leur seul objectif était de recueillir des informations qui pourraient aider à retrouver leur fille. S'il ne se passe rien d'ici le coucher du soleil, nous rentrons, promit Claire. Il ne s'agit pas de prendre des risques, mais de ne pas manquer une opportunité. Alors qu'elle se préparait à partir, chaque femme portait le poids de l'absence de sa fille disparue, mêlée d'une étincelle de détermination. Pour la première fois en des mois, elle sentait qu'elles agissaient plutôt que d'attendre simplement des nouvelles. Que cette action mène à des réponses restait à voir, mais l'alternative, ne rien faire, n'était plus acceptable. Avec des expressions résolues, elles quittèrent la chambre d'hôtel et se dirigèrent vers leur voiture de location, le ciel du soir virant au violet derrière elles. Le parking de plage des Sables était presque désert lorsqu'elles arrivèrent, avec seulement quelques motos et une camionnette blanche occupant des places près de l'entrée. Le soleil avait disparu de l'horizon, peignant le ciel dans des teintes indigo et noires de plus en plus profondes. S'il y a une fête sur la plage, on dirait qu'elle n'a pas encore commencé, observa Sophie alors qu'elle se garait à l'extrémité du parking. Peut-être que nous sommes en avance ou en retard, suggéra Isabelle, consultant sa montre, ou nous avons mal compris ce que ces hommes dans le hall ont dit. Claire scruta la zone avec attention. Marchons vers la plage et voyons s'il y a de l'activité. S'il n'y a rien, nous rentrerons. Elles se dirigèrent vers le rivage en passant par les dunes, la brise du soir portant l'odeur salée de l'Atlantique. La plage semblait vide, surtout la zone où les bénévoles du nettoyage travaillaient plus tôt. Pas de préparatifs pour une fête, pas de feu de camp, pas de groupe de personnes, juste une étendue infinie de sable rencontrant des eaux assombries. On dirait une perte de temps, dit Sophie après environ 10 minutes de marche. Il n'y a rien ici. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour, une silhouette s'approcha depuis le parking. Un homme dans la fin de la vingtaine, aux cheveux soigneusement coupés et vêtu d'un jean sombre et d'une chemise boutonnée, marcha vers elle, sa posture tendue. « Bonsoir », lança-t-il, sa voix amicale mais ses yeux vigilants. « Êtes-vous ici pour l'événement » Les mères échangèrent des regards rapides. « Quel événement » demanda Valérie nonchalamment. L'homme sembla confus, étudiant leur visage avant que ses épaules ne se détendent légèrement. « Oh, je pensais » Peu importe. C'est juste un petit rassemblement privé, l'anniversaire d'un ami avec un feu de camp. Pas vraiment une fête en soi. Un silence gêné suivit avant qu'il ne parle à nouveau. Je m'appelle Hugo, au fait. Désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. Claire sentit son cœur manquer un battement à ce nom, mais garda une expression neutre. Enchanté, Hugo. Nous visitons juste la région et pensions voir la plage au coucher du soleil. Hugo hocha la tête, un soupçon de soulagement traversant ses traits. C'est magnifique à cette heure-ci, bien qu'il fasse sombre rapidement maintenant, et il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici. Nous allions justement rentrer, dit Isabelle, forçant un sourire. Il fait un peu trop sombre pour voir grand-chose. Probablement pour le mieux, acquiesça Hugo, sa voix s'adoucissant. La plage peut être désorientante après la tombée de la nuit. Vous devriez retourner à votre véhicule tant qu'il reste un peu de lumière. Alors qu'elle le remerciait et commençait à retourner vers le parking, Claire ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait pressé qu'elle parte. Sa politesse avait une qualité étudiée qui semblait creuse. Une fois hors de portée de voix, Sophie murmura, « As-tu vu à quel point il était nerveux ?» Quand nous avons dit que nous n'étions pas là pour ce qui se passait, il avait l'air soulagé. Et il n'a pas vraiment essayé d'expliquer ce que c'était que ce rassemblement. Il a juste dit que c'était privé et nous a pratiquement dit de partir, ajouta Valérie. Penses-tu qu'il est le même Hugo, demanda Isabelle. Hugo le moine, celui qui a loué la voiture? Claire fronça les sourcils. C'est un nom courant, mais le timing et le lieu semblent trop coïncidents. Elles atteignirent leur voiture et montèrent, Claire reprenant le volant. Elle démarra le moteur et sortit lentement du parking.
J'ai un mauvais pressentiment, murmura-t-elle. Je veux voir s'il se passe quelque chose, mais je ne veux pas risquer notre sécurité. Elles roulèrent en silence, observant alors que 2 autres véhicules arrivaient, un pick-up et une berline sombre. 4 hommes en sortirent, portant des glacières et ce qui semblait être du matériel de camping vers la plage. Ça ne ressemble pas à une simple fête d'anniversaire, murmura Sophie. Isabelle, qui regardait par la lunette arrière, sursauta soudain. Claire ralentit. Qu'y a-t-il ? Demanda Claire, son pied hésitant au-dessus de la pédale d'accélérateur. Je crois avoir vu ces 2 femmes de l'hôtel, dit Isabelle, la voix tendue d'inquiétude. Elles venaient de la plage, pas vers elle, et elles étaient tenues par les bras, presque comme si elles étaient poussées vers cette camionnette blanche. Avant qu'aucune d'elles ne puisse répondre, des phares balayèrent leur voiture alors qu'un autre véhicule entra dans le parking depuis la route principale. En passant sous la lumière du parking, Claire reconnut le conducteur. « C'est Théo, dit-elle, incrédule, le bénévole de tout à l'heure. » Lorsque la lumière intérieure éclaira brièvement le passager, Valérie attrapa le bras de Claire. « Et c'est Antoine Lefebvre avec lui. » Les connexions se cristallisèrent dans l'esprit de Claire. Hugo sur la plage, Théo, qui ressemblait à l'employé du port, et maintenant Antoine Lefebvre, tous convergeant dans cet endroit isolé où des fêtes semblaient se produire régulièrement. Leur fille avait disparu après avoir prétendument été invitée à une fête sur la plage. La voiture de location rendue sale avec du sable et des emballages de préservatifs. Le conteneur au port avec des matelas et les affaires de leur fille. « Il faut appeler l'agent Laurent, » dit Valérie, attrapant déjà son téléphone. Claire hocha la tête, accéléra à nouveau et conduisit prudemment hors du parking. Elle roula jusqu'à atteindre la route principale, puis se gara dans un endroit sûr avec une vue dégagée sur l'entrée de la plage et la route devant. Pendant que Valérie parlait avec urgence à l'agent Laurent, expliquant ce qu'elles avaient vu, Claire observait la camionnette blanche et la voiture d'Antoine quitter le parking de la plage et se diriger vers le nord, loin de les Sables d'Olonne. L'agent Laurent dit que ce que nous avons fait était dangereux, rapporta Valérie après avoir raccroché. Il envoie des unités de police, mais il veut que nous rentrions immédiatement à l'hôtel. Claire serra le volant, observant les feux arrière de la camionnette et de la voiture d'Antoine s'éloigner dans la distance. Ces véhicules s'en vont. Si nous rentrons maintenant, nous pourrions les perdre. Claire, ce n'est pas notre travail, avertit Sophie. Nous devrions laisser les professionnels s'en occuper. L'agent Laurent a spécifiquement dit de rester dans des zones fréquentées. Valérie ajouta, pas de suivre des suspects potentiellement dangereux. Claire se tourna pour regarder chacune d'elles, la résolution durcissant ses yeux. Je comprends si vous voulez rentrer, mais je dois voir où ils vont. Je peux vous déposer. Les 3 autres femmes échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre elles. Nous restons ensemble, dit Isabelle fermement, mais promets-moi que nous garderons nos distances et que nous ne ferons rien d'imprudent. Claire hocha la tête, mettant la voiture en marche. Je promets. Nous suivrons juste assez loin pour voir leur destination, puis nous attendrons la police. Sur ce, elle s'engagea à nouveau sur la route, suivant les feux arrière lointains des véhicules qui pourraient les mener à leur fille disparue. Les 2 véhicules devant maintenaient une allure régulière sur l'autoroute assombrie, leurs feux arrière comme des balises rouges guidant Claire en avant. Elle gardait ses distances, restant à plusieurs longueurs de voiture derrière et baissant ses phares pour éviter d'attirer l'attention. Il s'éloigne de la ville, nota Sophie, la tension évidente dans sa voix. Cette route mène à des zones plus isolées. Garde ton téléphone prêt, ordonna Claire à Valérie. Si nous perdons le réseau, nous devrons faire demi-tour immédiatement. Pendant 20 minutes, elles suivirent la route côtière sinueuse alors qu'elles s'éloignaient de l'Atlantique et pénétraient dans un territoire plus clairsemé. Le paysage passait de communautés balnéaires à des étendues de broussailles ponctuées de développements commerciaux occasionnels. Ils ralentissent, dit Isabelle, se penchant en avant depuis la banquette arrière. Devant, la camionnette et la voiture d'Antoine se garèrent dans une station-service, une petite île illuminée dans l'obscurité croissante. Le panneau au néon indiquant station-service Leclerc clignotait par intermittence, projetant une lueur étrange sur l'avant-cour.
Claire passa sans ralentir, puis fit un demi-tour à l'intersection suivante et se gara sur le bas-côté à environ 200 mètres, avec une vue dégagée sur la station-service mais, espérons-le, assez loin pour éviter d'être repérés. « Que font-ils » murmura Sophie, bien qu'il n'y ait aucune possibilité d'être entendu à cette distance. Elles observèrent Hugo sortir de la camionnette et commencer à remplir le réservoir, tandis que Théo et Antoine sortaient de la berline et entraient dans le magasin de proximité. À travers les grandes fenêtres du magasin, elles pouvaient voir Hugo les rejoindre quelques minutes plus tard, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir où se tenait une caissière. Même à distance, son langage corporel suggérait une tentative de flirtation, l'appui décontracté, les gestes animés, la manière dont la caissière repoussait ses cheveux derrière son oreille en riant. « Ça ne ressemble pas au comportement de gens pressés, observa Valérie. Ils ne réalisent pas qu'ils ont été repérés, suggéra Isabelle. Après avoir payé, les trois hommes sortirent du magasin, Théo portant un sac plastique de leurs achats. Au lieu de remonter immédiatement dans leur véhicule, Hugo se dirigea vers l'arrière de la camionnette et ouvrit le coffre. Il en sortit ce qui semblait être des plaques d'immatriculation et en tendit une série à Antoine, qui entreprit de remplacer les plaques de sa berline. « Il change les plaques d'immatriculation » dit Claire avec incrédulité, ses jointures blanchissant sur le volant. « Des plaques espagnoles » ajouta Valérie, plissant les yeux dans l'obscurité. « Ça confirme qu'il traverse la frontière. » Sophie sortit son téléphone. « J'appelle à nouveau l'agent Laurent. » C'est une activité criminelle évidente. Avant qu'elle ne puisse composer, des phares apparurent derrière elles alors qu'un véhicule se gara. À travers son rétroviseur, Claire reconnut la voiture banalisée qui était au port plus tôt dans la journée. L'agent Laurent et sa partenaire en sortirent et s'approchèrent prudemment. Valérie baissa sa fenêtre alors que l'agent Laurent atteignait la voiture. « Nous vous avons dit de rentrer à l'hôtel, » dit-il, son expression sévère mais inquiète. « Cette situation est dangereuse, et vous êtes des civils. » Ils changent leurs plaques pour des plaques espagnoles, expliqua rapidement Claire. « Si nous étions rentrés, vous n'auriez pas vu ça. » La mâchoire de l'agent Laurent se crispa alors qu'il jetait un coup d'œil vers la station-service. « Nous prenons le relais maintenant. Nous allons les suivre pour voir où ils vont. Nos unités de renfort sont en route. » « Et les femmes que nous avons vues être forcées dans la camionnette ?» demanda Isabelle. « Nous avons des officiers qui vérifient la zone de la plage maintenant, » assura l'agent Laurent, « mais ma priorité est de m'assurer que vous quatre êtes en sécurité. » Les quatre mères regardèrent Hugo, Théo et Antoine terminer leurs préparatifs et remonter dans leur véhicule. « Ils partent, » dit Claire, démarrant la voiture à nouveau. « Nous ne pouvons pas les perdre. » L'agent Laurent posa une main sur sa portière. « Vous devez rentrer à Les Sables d'Olonne maintenant. Ce n'est pas une suggestion, c'est pour votre sécurité et l'intégrité de cette opération. » « Mais... » commença Claire. « Pas de mais, » interrompit fermement l'agent Laurent. « Nous nous en occupons. Rentrez à l'hôtel et attendez mon appel. » Alors que l'agent Laurent retournait à son véhicule, les mères regardèrent la camionnette et la berline sortir de la station-service et continuer vers le nord. La voiture banalisée de la Sûreté nationale suivit à une distance discrète, ses phares baissés comme l'étaient ceux de Claire. « Que faisons-nous maintenant » demanda Sophie alors que les véhicules disparaissaient autour d'un virage. Claire resta silencieuse un moment, son cœur battant à l'idée qu'elle pourrait être proche de retrouver leur fille ou, du moins, de découvrir ce qui leur était arrivé. « L'agent Laurent a raison, » dit Valérie doucement. « Ce n'est pas notre expertise. Nous pourrions aggraver les choses. » Claire serra le volant plus fort. « Je ne peux pas faire demi-tour maintenant, pas quand nous sommes si proches. »« Je suis d'accord, » dit Isabelle depuis la banquette arrière, surprenant les autres. « 4 mois d'attente et d'espoir, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. » Nous pourrions rester loin derrière la voiture de l'agent Laurent, suggéra Sophie prudemment, juste pour savoir où ils vont. La décision prise, Claire s'engagea à nouveau sur la route, suivant la même direction que les autres véhicules mais maintenant une distance encore plus grande qu'auparavant. Le poids de leur choix pesait lourd dans la voiture, mêlé d'un espoir désespéré que cette nuit apporterait enfin des réponses.
La route continuait à serpenter à travers un terrain de plus en plus isolé. Les lampadaires devenaient rares, et les commerces cédaient la place à des installations industrielles et des terrains vagues. Claire maintenait une distance prudente derrière le véhicule de l'agent Laurent, qui lui-même restait loin derrière la camionnette et la berline. « Il tourne », murmura Sophie, désignant l'endroit où les véhicules devant prirent à droite sur une route de terre non balisée. Au lieu de suivre directement, la voiture de l'agent Laurent continua tout droit avant de tourner sur une voie d'accès parallèle. Claire suivit son exemple, éteignant ses phares, utilisant uniquement la lumière ambiante de la lune pour naviguer. « Intelligent », murmura Valérie. Il se positionne pour observer sans être détecté. Elles s'arrêtèrent derrière une petite élévation qui offrait une couverture tout en donnant une vue dégagée sur ce qui semblait être un entrepôt abandonné, à environ 400 mètres. La structure délabrée se dressait isolée contre le ciel nocturne, une seule lumière de sécurité éclairant la zone de chargement où la camionnette et la berline s'étaient garées. À travers les vitres de la voiture, elles virent l'agent Laurent parler brièvement sur sa radio avant de sortir de son véhicule avec sa partenaire, tous deux dégainant leurs armes alors qu'ils prenaient position derrière une couverture naturelle. Les mères regardaient en silence tendu alors que l'activité se déroulait à l'entrepôt. Les portes du quai de chargement s'ouvrirent, laissant échapper une lumière jaune sur l'esplanade en béton. Plusieurs silhouettes émergèrent de l'intérieur, deux d'entre elles poussant ce qui semblait être des brancards ou des civières. « Ce sont des gens », s'étrangla Isabelle, serrant le bras de Sophie. « Ils déplacent des gens. » Même à cette distance, elle pouvait voir la scène horrifiée, de jeunes femmes, leurs membres visiblement attachés et leurs yeux bandés, étaient transférés de l'entrepôt vers la camionnette en attente. Les hommes travaillaient avec une efficacité pratiquée, suggérant que ce n'était pas leur première opération de ce genre. Le téléphone de Claire vibra. C'était l'agent Laurent. « Nous voyons ce qui se passe », répondit-elle sans préambule. « Ce sont des gens qu'ils chargent. »« Les renforts sont à 3 minutes, » répondit l'agent Laurent, la voix tendue. « Écoutez attentivement, je veux que vous restiez sur place. Ne vous approchez pas, ne vous faites pas voir. C'est clair ? » Tout à fait clair, assura Claire. Attendez, je viens de me souvenir de quelque chose. À la plage tout à l'heure, nous avons entendu Théo au téléphone. Il a mentionné quelque chose à propos d'Hendaye. Est-ce là qu'il prévoit d'emmener ses filles? Il y eut une pause sur la ligne. Hendaye est une ville juste de l'autre côté de la frontière espagnole. S'ils emmènent ces femmes là-bas, il sera beaucoup plus difficile de les sauver. Sa voix devint urgente alors qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas attendre les renforts. S'ils partent pour Hendaye, nous les perdrons. La ligne se coupa alors que plusieurs véhicules de police apparurent soudain sur la route principale, phares allumés mais sirènes silencieuses. La voiture de l'officier Philippe Renaud ouvrait la voie, suivie de 3 autres voitures de patrouille et d'un SUV banalisé. La descente se produisit avec une rapidité choquante. L'agent Laurent et sa partenaire sortirent de leur couverture, tandis que les véhicules de police convergèrent sur l'entrepôt depuis plusieurs directions, coupant les voies de fuite. Des faisceaux de lampes de poche traversaient l'obscurité alors que les officiers entouraient le bâtiment. Sûreté nationale. Police. Main en l'air. Les ordres résonnaient dans le paysage vide. Le chaos éclata au quai de chargement. Antoine et Théo se figèrent sur place, levant immédiatement les mains, mais Hugo plongea derrière la camionnette. Lorsqu'il réapparut quelques secondes plus tard, l'éclat métallique d'une arme de poing était visible dans sa main. « Arme !» cria un officier. Un seul coup de feu déchira l'air nocturne, suivi d'un silence bref et terrible. Hugo s'effondra au sol alors que les officiers se précipitaient vers l'avant. Les mères regardaient la scène se dérouler avec un mélange d'horreur et d'espoir. Les officiers de police pénétrèrent dans l'entrepôt tandis que d'autres sécurisaient Antoine et Théo, les forçant à terre et leur passant les menottes. D'autres officiers s'approchèrent prudemment de la camionnette, extrayant les femmes attachées à l'intérieur. « Il faut se rapprocher », dit Claire, démarrant la voiture. « L'agent Laurent a dit de rester ici », rappela Sophie. « C'était avant les coups de feu », contre-attaqua Claire. « C'est sécurisé maintenant,
et nos filles pourraient être là-dedans. Elle conduisit lentement vers l'entrepôt, se garant à une distance sûre où des officiers leur indiquèrent de s'arrêter. Plusieurs ambulances arrivèrent, leurs lumières rouges et bleues projetant des motifs surréalistes sur le paysage désolé. Les mères s'approchèrent à pied, s'identifiant auprès d'un officier de périmètre qui demanda confirmation par radio avant de les laisser passer. La scène à l'intérieur de l'entrepôt était encore plus troublante qu'elle ne l'avait imaginé. Au-delà de la zone de chargement, le bâtiment avait été divisé en cellules de fortune. Le personnel médical s'occupait de plus d'une douzaine de jeunes femmes, la plupart semblant désorientées et effrayées. Dans un coin, des officiers encourageaient doucement plusieurs jeunes enfants terrifiés à sortir d'une pièce verrouillée. Camille, appela Claire, scrutant les visages des victimes. Camille. Maman, répondit une voix faible de l'autre côté de la pièce. Les 4 mères se précipitèrent alors que des officiers les guidaient vers une section où leurs filles étaient assises, blotties les unes contre les autres sur des chaises pliantes en métal. Camille, Léa, Chloé et Emma semblaient pâles et maigres, leurs yeux hagards, leur corps vacillant légèrement comme si maintenir leur équilibre demandait un effort conscient. Elles sont fortement sous sédatifs, expliqua un ambulancier alors que les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Nous devons les transporter à l'hôpital immédiatement. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, sanglota Sophie, tenant le visage de Léa dans ses mains. Emma tenta de parler mais ne put former de phrase cohérente, ses mots se mélangeant de manière incompréhensible. Nous allons les stabiliser, assura l'ambulancier. Mais nous devons partir maintenant. L'agent Laurent s'approcha, rangeant son arme. Allez avec vos filles. L'officier Philippe et moi vous retrouverons à l'hôpital après avoir sécurisé la scène et commencé à traiter ces monstres. Alors que les ambulanciers aidaient les filles à monter sur des brancards et dans les ambulances en attente, Claire regarda une dernière fois l'entrepôt. Sous les lumières crues des secours, elle pouvait voir Antoine Lefebvre assis menotté dans une voiture de police, la tête baissée. Le PDG respecté de Chemin d'Avenir, l'homme qui avait souri lors des événements universitaires et offert des opportunités excitantes aux jeunes étudiants, était enfin révélé pour ce qu'il était vraiment. La salle d'attente de l'hôpital contrastait fortement avec l'entrepôt, propre, bien éclairé et sécurisé. Pourtant, pour les 4 mères, l'odeur antiseptique et les murs beiges institutionnels ne faisaient qu'accentuer leur anxiété alors qu'elles attendaient des nouvelles de leur fille. Le médecin a dit que ça prendra du temps, expliqua Sophie, faisant les 100 pas dans la petite zone. Il traite plusieurs patientes et effectue des analyses toxicologiques pour identifier les drogues dans leur organisme. Claire était assise rigide sur une chaise en vinyle, les yeux fixés sur les doubles portes menant au service des urgences. Après des mois de recherche et des heures de poursuite effrénées, elle trouvait l'attente presque insupportable. Au moins, nous les avons trouvées, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elles sont vivantes. Les mots flottaient dans l'air, portant à la fois de la gratitude et de l'appréhension. Vivantes, oui, mais dans quel état? Quelles horreurs avaient-elles endurées pendant ces 4 mois? Peu après minuit, l'officier Philippe Renaud arriva avec l'agent Laurent, leurs expressions graves mais professionnelles alors qu'ils s'approchaient des mères. Nous devons prendre vos déclarations pendant que tout est frais, expliqua l'officier Philippe. Je sais que le moment est difficile, mais c'est important pour constituer notre dossier. Les femmes furent conduites dans une petite salle de conférence adjacente à la salle d'attente principale. Une à une, elles racontèrent les événements de la journée de leur perspective individuelle, la découverte du conteneur au port, la rencontre avec Antoine Lefebvre, la connexion avec la voiture de location, l'exploration de plage des Sables, et leur décision de suivre les véhicules suspects. Quand ce fut le tour de Claire, elle ajouta, la femme au nettoyage de la plage, Manon, semblait sincère. Je ne pense pas qu'elle savait que Théo était impliqué. L'officier Philippe hocha la tête, prenant des notes. Nous interrogerons tous les bénévoles de gardiens de la côte. Il est possible que Théo ait utilisé des organisations légitimes comme couverture pour leurs opérations. Après avoir pris leur déclaration, l'agent Laurent fournit la première explication complète de ce qu'ils avaient découvert. D'après les interrogatoires préliminaires et les preuves trouvées à l'entrepôt, nous avons confirmé que Antoine Lefebvre et ses associés dirigeaient une opération sophistiquée de trafic humain, expliqua-t-il.
Ils ciblaient de jeunes femmes pour les enlever et les faire passer en Espagne, où elles seraient exploitées dans le commerce du sexe. Chemin d'avenir était une couverture parfaite. L'officier Philippe ajouta, cela leur donnait accès au campus universitaire à travers le pays, y compris l'université de Bretagne occidentale. Ils utilisaient ces voyages comme mission de repérage pour identifier des victimes potentielles, particulièrement celles qui semblaient isolées ou vulnérables. Valérie porta sa main à sa bouche. Et nos filles ont été spécifiquement ciblées. L'agent Laurent hocha la tête solennellement. Antoine les a repérées lors de l'événement universitaire. Le détour par île d'Oléron pour la recherche sur les tortues marines a été orchestré spécifiquement pour les séparer du groupe plus large allant aux dunes de la Slack. Que leur est-il arrivé dans ce conteneur, demanda Isabelle, la voix brisée. D'après ce que nous avons recueilli, elles ont d'abord été retenues dans une propriété près de La Rochelle, expliqua l'agent Laurent. Lorsque la police locale a intensifié les patrouilles dans cette zone suite à votre signalement de personnes disparues, ils ont déplacé vos filles dans le conteneur maritime au port. Antoine avait positionné ses hommes, y compris Théo, comme employés au port, continua l'officier Philippe. Cela leur donnait accès pour surveiller le conteneur et savoir quand les inspections étaient prévues. Lorsqu'ils ont appris l'arrivée des unités canines, ils ont dû déplacer vos filles rapidement, laissant leurs affaires derrière. Une infirmière apparut à la porte, interrompant leur discussion. Les médecins ont terminé leurs examens initiaux. Vos filles sont réveillées et demandent à vous voir. Elles ont été transférées dans les chambres 315 et 316 au 3e étage. Elles trouvèrent les filles installées dans des chambres adjacentes, Camille et Chloé dans l'une, Léa et Emma dans l'autre. À la demande de Léa et Emma, le personnel hospitalier avait apporté des fauteuils roulants pour que les 4 filles puissent être ensemble pour leur conversation avec les enquêteurs. Les retrouvailles furent à la fois joyeuses et déchirantes. Les filles étaient maigres et pâles, avec des yeux creusés qui parlaient d'un traumatisme prolongé, mais voir leur mère fit naître de vrais sourires sur leur visage, le premier signe réel que la guérison était possible. Lorsqu'elles furent installées, l'officier Philippe demanda doucement si elles se sentaient capables de partager ce qui s'était passé. Après avoir échangé des regards, Camille commença à parler pour le groupe. Nous étions à La Rochelle pour le projet de conservation des tortues, expliqua-t-elle, sa voix faible mais déterminée. Le 2e jour, nous avons rencontré des gars dans un café local qui semblaient vraiment amicaux. Ils nous ont invités à une fête autour d'un feu de camp sur ce qu'ils appelaient une plage secrète, soi-disant un endroit magnifique que les touristes ne connaissaient pas. Chloé poursuivit l'histoire. Quand nous sommes arrivés, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. La plage était isolée et plutôt rude, pas du tout belle. Mais ils avaient installé un petit bar avec des cocktails sophistiqués et de la musique. Ils disaient célébrer l'anniversaire d'un ami. Nous avons pris quelques verres. Léa ajouta, mais nous nous sommes enivrés très vite. Je me souviens m'être senti étrange, comme si la pièce tournait après un seul cocktail. Ils ont dû nous droguer. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans un camion en mouvement, dit Emma, des larmes se formant dans ses yeux. Il faisait complètement noir. Nous avons été emmenés dans une maison d'abord, quelque part d'isolé. Antoine était là. Il nous a dit que nous lui appartenions maintenant. Les filles se turent, les horreurs non dites pesant dans l'air. Vous n'avez pas à continuer si c'est trop difficile, dit l'agent Laurent doucement. Non, je veux le faire, insista Camille. Les gens doivent savoir ce qu'ils ont fait. Elle expliqua comment elles avaient été retenues dans la maison pendant ce qui semblait être des semaines, soumises à des abus psychologiques et physiques destinés à briser leur résistance. Finalement, elles furent déplacées dans le conteneur maritime, qui, malgré ses contraintes, semblait plus sûr car elles n'étaient plus régulièrement maltraitées. Théo nous apportait de la nourriture et de l'eau tous les quelques jours, expliqua Chloé. Principalement des conserves et des bouteilles d'eau. Nous ne savions jamais quand il reviendrait, alors nous devions tout rationner. Parfois, nous pensions être sur un bateau, ajouta Emma. Nous ressentions des mouvements occasionnels, mais nous n'étions jamais sûrs d'où nous étions. L'interrogatoire de la police se poursuivit doucement, avec des pauses chaque fois que les filles semblaient dépassées.
Un médecin venait périodiquement vérifier leur état, expliquant aux mères que les 4 souffraient de malnutrition et de déshydratation. Chloé et Emma avaient développé des problèmes respiratoires à cause de la mauvaise ventilation du conteneur. Camille était traitée pour une infection des voies reproductives, et Léa avait développé une affection cutanée due aux conditions insalubres. Elles auront besoin de temps pour guérir physiquement, expliqua le médecin, et je m'organise pour que des conseillers en traumatologie les aident dans leur rétablissement psychologique. Alors que la nuit s'approfondissait, la police conclut enfin son interrogatoire. L'officier Philippe promit de revenir le lendemain pour des détails supplémentaires, mais souligna que la santé des filles était la priorité maintenant. Laissées seules avec leurs filles, les mères rapprochèrent des chaises des lits, refusant d'être séparées même de quelques mètres. Quand j'ai vu ce conteneur rouge ce matin, dit Claire, caressant les cheveux de Camille, j'ai senti quelque chose changer en moi, comme une aiguille de boussole trouvant le nord après avoir tourné pendant des mois. Nous n'avons jamais cessé de chercher, assura Sophie à Léa. Pas un seul jour. Nous savons, murmura Chloé. Certaines nuits, dans ce conteneur sombre, je vous sentais tous nous chercher. Ça semble étrange, mais ça me donnait de l'espoir. À l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon, un symbole approprié pour le nouveau départ qui se profilait. La guérison serait longue et difficile, avec des cicatrices visibles et invisibles, mais dans cette chambre d'hôpital, entourée des mères qui n'avaient jamais abandonné, 4 jeunes femmes commencèrent leur voyage de retour à elles-mêmes. Comme Isabelle l'écrivit plus tard dans son journal, aujourd'hui marque à la fois une fin et un début. La recherche est terminée, mais la guérison ne fait que commencer. Ce qui nous a soutenus pendant ces terribles mois, l'amour, la détermination, la foi les unes en les autres nous soutiendra encore. Nous avons retrouvé nos filles dans une boîte métallique au bord de la mer, mais la vérité est que nous ne les avons jamais vraiment perdues, pas vraiment, pas dans ce qui compte le plus,